podcast Séquence. Bienvenue sur la chaîne de podcast Séquence du groupe Sequence. Aujourd'hui, nous allons parler de la place des femmes dans le monde de l'industrie, des sciences et de la recherche. Dans plus de la moitié des pays de la planète, l'accès des femmes à certains emplois reste interdit. Et même lorsque l'égalité est de droit, elle n'est que très rarement de fait. 94% des hommes dans le monde participent à l'activité économique, contre seulement 63% des femmes, et cette proportion n'évolue plus depuis quelques années. L'écart de rémunération reste quant à lui conséquent, 23% en moyenne dans le monde. Nous constatons qu'aujourd'hui, les femmes ne représentent que 35% des salaires de la recherche et 30% de ceux de l'industrie, pour à peine plus de 15% des cadres dirigeants. Ce chiffre n'a pas évolué depuis 20 ans, ces deux secteurs restant très en marge sur les questions d'équité. Plus globalement, les statistiques sont inquiétantes. 24% des moins de 30 ans sont des dirigeantes et seulement 20% des 50 ans et plus. Ces chiffres appellent à une réflexion individuelle et collective, à des engagements actuels et futurs. C'est la raison pour laquelle le groupe Sequence donne la parole durant tout le mois de mars à des femmes de tous horizons. Dans ce 3e épisode de Séquence, j'ai l'honneur de recevoir 3 femmes. Victoire de Margerie, CEO de Rondol et vice-présidente du World Materials Forum, Janine Cossy, chimiste, professeure émérite à l'ESPCI Paris, et Magali Smets, directrice générale de France Chimie. Vous avez toutes les 3 accepté de répondre à mes questions aujourd'hui, et vous avez toutes les 3 une relation particulière avec le groupe Sequence. D'abord, je vais vous laisser vous présenter, peut-être d'abord vous, Victoire de Margerie, et nous expliquer un petit peu en 2 mots votre parcours. En 2 mots, je suis tout simplement une grande fan de l'industrie. Au départ, je voulais faire l'X, mais j'avais pas l'âge parce que c'est une école militaire. Donc, j'ai fait HEC, et dès que je suis sortie d'HEC, je suis rentrée dans l'industrie et j'y suis restée. J'ai d'abord travaillé dans des grands groupes et j'ai appris 2 grands métiers, la vente et la production. Donc, la vente en faisant du business development en Scandinavie, chez Atokem. Et puis ensuite, en faisant du key account management chez Péchinet. Et puis l'industrie, ce qu'on appelle le vrai du vrai, c'est-à-dire la fabrication, en construisant 2 usines. Une en Allemagne de l'Est, juste après la chute du mur, et une ensuite au Canada, quelques années plus tard. Ayant acquis une certaine compétence, donc à la fois commerciale et de fabrication, j'ai monté ma propre start-up de deep tech qui s'appelle Rondol, et que je dirige aujourd'hui depuis une bonne 12aine d'années. Merci. Janine, est-ce que vous pouvez vous présenter à votre tour ? À l'heure actuelle, je suis professeure émérite à l'ESPCI à Paris. J'ai été professeure de chimie organique. Et après avoir fait mes études à l'université de Reims, j'ai effectué une thèse en photochimie. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis pendant 2 ans. Et c'est là où j'ai attrapé un peu le virus, je dirais, de la chimie et également de la synthèse de produits biologiquement actifs. Je suis revenue à Reims où j'ai été chargée de recherche et ensuite j'ai été promue directeur de recherche toujours à Reims le 1er octobre 1990 et le 2 octobre 1990, j'ai été nommée donc professeure à l'école de physique et de chimie. On travaille dans la synthèse de produits biologiquement actifs, plus principalement sur des anticancéreux, sur des anti-inflammatoires et des antibiotiques. Et j'ai eu beaucoup de relations donc avec le milieu industriel. Et j'ai toujours travaillé en parfaite harmonie justement avec les industriels. Ensuite, j'ai développé 2 startups, co-développé 2 startups, CDP Innovation et Acant Biotech. Magali ? Je suis directrice générale de France Chimie, donc qui est la fédération qui réunit l'ensemble des entreprises de la chimie en France. Je suis ingénieure de formation, diplômée de l'école centrale Lille et du MIT aux États-Unis. J'ai démarré ma carrière dans le conseil en stratégie avant d'entamer un parcours dans l'industrie chez Alstom, puis Areva, donc 2 entreprises dans l'énergie, dans des fonctions de stratégie et d'affaires publiques, avant de rejoindre, il y a plus de 5 ans maintenant, cette fédération, France Chimie, dont Sequence est un des membres actifs. Merci beaucoup. Alors, nous savons aujourd'hui que les femmes représentent que 35% des salaires de la recherche, 30% de ceux de l'industrie, pour à peine 15% des cadres dirigeants. Ce sont des chiffres qui sont publics. Et donc, les 2 secteurs, à la fois de la recherche et de l'industrie, sont des secteurs qui restent quand même en marge sur les questions d'équité, qui sont voire même assez inquiétantes. Moi, j'ai envie de vous poser 2 questions à chacune. D'abord à vous, Janine, quand vous avez démarré votre carrière, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans votre domaine et est-ce que ça a évolué ? Est-ce qu'il y a une évolution aujourd'hui ? Disons que quand j'ai commencé à faire mon postdoc justement aux États-Unis, sur un laboratoire de 50 personnes, j'étais la seule fille.
Donc ça, c'était déjà quelque chose également, je pense, où il y avait quand même une différence entre les hommes et les femmes. Au niveau de la chimie, je pense qu'à l'université, il y avait des femmes. Mais au niveau justement de la position, que ce soit position directeur de recherche et professeur, il y en avait très peu. Bon, ça a évolué, je pense, dans le bon sens. Bon, il y avait beaucoup de gens de personnes quand j'ai commencé, qui étaient justement maîtres de conférences ou chargés de recherche, et après, ça n'évoluait plus. Maintenant, je pense que ça commence à évoluer, et il y a quand même beaucoup plus de femmes qui ont des responsabilités et qui ont pu avoir une promotion en tant que directeur de recherche et également professeur. Donc, il y a une évolution, elle est lente, c'est sûr, mais il y a une évolution. Dans le domaine de l'industrie, Victoire, c'est pareil. C'est-à-dire que si on s'attarde sur les chiffres, ce que j'ai fait avant de préparer cet enregistrement, on se dit qu'il y a quand même encore du travail. La même question au démarrage de votre carrière, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes ? Zéro. Voilà. Il n'y avait que des femmes qui avaient des postes de secrétaire dans tout mon bâtiment. Ouais. Ça évolue ? Ça évolue pas partout. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions où les femmes ont vraiment pris des postes importants, y compris jusque dans les comités exécutifs des grands groupes, que ce soit dans les ressources humaines, la communication, les affaires publiques. Il y a vraiment des postes où les femmes aujourd'hui occupent des fonctions très importantes au niveau des comités exécutifs des groupes. En revanche, dans ce que j'appellerais le super opérationnel, c'est-à-dire la fabrication et la vente, il y en a encore très très peu. Il n'y a pas longtemps, j'ai été visiter une usine d'Arkema à Pierre-Bénite, et pour la première fois, j'ai vu une femme nous faire visiter un département de production, une jeune femme qui avait une trentaine d'années et qui était diplômée, devinez quoi, de l'ESPCI. Donc Janine ne sera pas surprise. Je pense que l'ESPCI a formé beaucoup de femmes qu'on retrouve aujourd'hui dans des niveaux opérationnels dans l'industrie, mais c'est peut-être une des seules écoles où je vois des représentantes féminines dans des postes opérationnels. Magali, avant de se parler aujourd'hui, j'ai partagé avec vous un certain nombre de chiffres et vous aviez une réaction qui était un petit peu différente des constats qu'on a eus précédemment. Disons que c'était un sujet, cette place des femmes dans l'industrie, mais que le tableau n'était pas si noir qu'il paraissait et que, au contraire, dans certains domaines, la position des femmes ressortait plus. Effectivement, en fait, quand on présente les chiffres de la part des femmes dans l'industrie, la branche chimie fait figure un peu d'exception, dans la mesure où on a la chance d'avoir 40% des salariés femmes dans la chimie, donc ce qui est nettement supérieur au reste de l'industrie. Et quand on regarde déjà dans les écoles d'ingénieurs... Dans les formations, oui. Voilà, dans la formation, dans les écoles d'ingénieurs de chimie, en fait, on est déjà à la parité. On a... je crois qu'on a même un peu plus de femmes aujourd'hui que d'hommes dans les écoles d'ingénieurs de la chimie. Et quand on regarde ensuite dans les différentes activités, dans les activités de R&D, de techniciens de laboratoire, dans la logistique, on est à parité. Et dans d'autres activités cœur de métier comme le contrôle qualité, les technico-commerciaux ou le marketing, on est alors là avec une proportion de femmes qui est supérieure à celle des hommes. Donc en fait, je dirais que ce constat assez défavorable pour l'industrie, il n'est pas aussi négatif dans la chimie. Pour être totalement honnête, il faudrait quand même considérer que effectivement dans la chimie, pour rappel, nous avons aussi le secteur de la cosmétique qui effectivement emploie beaucoup de femmes. Notre sujet pour la chimie, en fait, c'est comment attirer les femmes dans les métiers de la production ou de la maintenance. Qui, en fait, si je combine tous les emplois de la production et de la maintenance, ça représente la moitié, en fait, de l'ensemble des salariés. Donc, quelque part, aujourd'hui, sur ces métiers-là, on a une proportion beaucoup plus faible de femmes. Et c'est dommage parce qu'elles se coupent donc la moitié des emplois disponibles dans la branche. Quand vous avez démarré votre carrière, est-ce que c'était le cas déjà ? Ou est-ce que vous avez constaté une évolution de la place des femmes dans ces métiers ? Si je regarde mon cas personnel, en fait, dans le cadre de mes études, donc j'ai fait des études d'ingénieur industriel à l'école centrale. Là, pour le coup, il y avait que 20% de femmes dans ma promotion. Et cette proportion-là, en fait, je l'ai retrouvée à peu près dans toutes les fonctions que j'ai pu exercer, que ce soit donc chez Alstom ou Areva. Quand j'ai pris mon rôle au sein du COMEX d'Areva, j'étais la première femme dans ce poste-là. Dans les réunions auxquelles j'ai pu participer, quand il s'agissait de parler de l'avenir du nucléaire français,
Bon, j'étais quand même la seule parmi une assemblée très masculine. Bon, moi, ce que je constate, c'est un fait, c'est que effectivement, ce 20% de femmes en école d'ingénieur, aujourd'hui, ne se retrouvent pas encore à la tête des groupes industriels. On n'a pas 20% de femmes à la tête des groupes industriels. En revanche, autre élément en fait qui est un peu effectivement une surprise désagréable, c'est que je n'ai pas le sentiment que ce 20% de femmes dans les écoles d'ingénieurs progressent très rapidement. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a impacté vos carrières ? Est-ce qu'à un moment, ça a été un sujet pour vous de se dire on a à faire un travail parce que nous sommes des femmes, ou est-ce que simplement c'était la passion de vos métiers qui primait ? Est-ce que ça a changé les choses ? Bien sûr, c'était la passion. Quand j'étais enfant, je rentrais de l'école et j'avais un père qui réparait tout, des voitures, tout ce qu'on voulait dans son garage. Et moi, j'étais assise sur l'établi et je le regardais faire et je voulais travailler dans l'industrie. Donc, c'était une vraie passion. Mais ça a été rude. Encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait parfois. Mon premier job, j'avais été recrutée donc, pour m'occuper du business development d'Atokem en Scandinavie. Et on m'avait expliqué que comme j'avais un bon potentiel, au bout de 6 mois, j'aurais une augmentation de salaire. Et donc, moi, je fais confiance. Au bout de 6 mois, je ne vois rien arriver. Donc, je vais voir mon patron en direct et je lui dis, mais vous m'aviez bien dit que j'aurais une augmentation de salaire. Et il me dit, oui, tout à fait. Et puis, il revient et il est très gêné. Il me dit, en fait, mon patron à moi, donc le N+2, avait décidé que comme j'étais une fille, je n'avais pas besoin d'une augmentation de salaire. Alors, je lui dis, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Il me dit, il veut vous l'expliquer lui-même. Alors, je vais voir le N+2. Et le N+2 m'explique que comme de toute façon, je vais me marier dans 3 ans, il va quand même pas investir en me donnant une augmentation de salaire, alors qu'il y a des pauvres garçons qui, eux, vont bientôt avoir charge de famille, et que donc, il fallait leur donner de l'argent à eux, et qu'il fallait que je comprenne ça. Je lui ai expliqué que je n'admettais pas ça. Et on a eu une discussion difficile, et à la suite de cette discussion difficile, il m'a dit, très bien, dans 3 mois, nous aurons un autre round, vous aurez une augmentation de salaire, mais sachez que le jour où vous aurez une vie privée, on vous cassera votre carrière. Alors, effectivement, ce sont des anecdotes qui appellent à une réflexion individuelle et collective, et surtout à des engagements, me semble-t-il. Ça pousse un petit peu quand même à se dire qu'il faut que ça n'arrive plus, que ça n'existe plus. Malheureusement, je pense que ces anecdotes sont encore très, très actuelles et que ça peut s'appliquer. Est-ce que, Janine, est-ce que le fait d'être une femme a impacté aussi votre carrière de manière positive ou négative ? Probablement les deux, je vais dire. Négative, je dirais peut-être au niveau justement de la promotion. Dans le laboratoire dans lequel j'étais, il y avait un garçon chargé de recherche, même titre que moi, et qui postulait pour être directeur. Et je n'avais pas le droit de postuler pour être directeur avant que lui, il puisse avoir la position de directeur. Donc ça m'a bloqué au moins pendant 4 ans. J'ai pu donc avoir cette promotion de chargé de recherche à directeur de recherche. Bon, ça, c'était le point, je dirais, négatif. Bon, le point positif, le fait d'être une femme a peut-être, je dirais, impacté favorablement ma carrière. Quand j'ai postulé donc à l'école pour être professeur, je pense qu'à l'école, il n'y avait aucune femme qui était professeure à l'heure actuelle. Et probablement que la direction, c'était Pierre-Gilles Degène qui était le directeur, a influencé favorablement pour qu'au moins il puisse y avoir une femme professeure. Et j'étais la seule candidate féminine, on va dire, sur le poste. Donc, j'étais peut-être la outsider, mais je dois dire que ça peut-être favorisé ma carrière. Et je pense que d'être à l'ESPCI, c'est quand même une bonne place pour justement faire carrière. Sur le plan positif, le fait d'être une femme, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est la possibilité que j'ai eue dans tous mes postes à l'étranger, parce que ça a toujours été beaucoup plus facile d'aller à l'étranger parce que personne ne voulait y aller, de créer des amitiés d'une vie. Et je pense que le fait d'être femme était beaucoup plus facile parce que, quelque part, il y avait moins ce côté concurrent. Et aujourd'hui encore, j'ai des amis extraordinaires dans l'industrie partout dans le monde. C'est vraiment extrêmement positif et constructif d'avoir ce type de relation. Et pour vous, Magali ? Moi, j'aurais une réponse différente. Voilà, je trouve que d'abord, la question est un peu compliquée. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, moi, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir gérer une carrière à vitesse variable. Et en fait, c'est pas tant le sujet d'être une femme, mais c'est le fait d'être une maman extrêmement investie vis-à-vis de ses enfants. Dans son rôle de maman. Voilà, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler au 4/5e pendant 8 ans, tout en ayant des activités extrêmement intéressantes.
voilà, j'ai su gérer ça avec intelligence. J'ai eu effectivement une hiérarchie qui était ouverte à ça. Et je me suis investie probablement autant que mes collègues, même si j'étais au 4/5e. Et ça m'a permis, dans un deuxième temps, de pouvoir à nouveau réaccélérer ma carrière et pouvoir atteindre des fonctions à haute responsabilité. Moi, ce qui m'a marqué dans ma carrière, c'est plus le fait d'être une maman investie que d'être une femme. Et la chance que j'ai eue dans une société qui est probablement plus ouverte à ça, c'est de pouvoir passer de périodes où j'étais au 4/5e, où je voulais être présente auprès de mes enfants qui étaient en bas âge, et des périodes où je pouvais, parce qu'ils atteignaient des âges où ils étaient peut-être plus autonomes, m'investir davantage dans mon travail et avoir une famille qui, globalement, me permettait de le faire. Le seul point où, effectivement, je dirais la seule opportunité que j'ai pu avoir dans ma carrière en tant que femme, et parce que j'étais une femme, c'est le fait d'avoir pu rejoindre un conseil d'administration. Et ça, je dois reconnaître que effectivement la loi Copé-Zimmermann qui a fixé à 40% un quota minimal de femmes dans les conseils d'administration, ça, clairement, je pense que Nexity, en fait, qui est le board auquel je siège, n'aurait pas fait appel à moi si je n'avais pas été une femme. Donc en fait, le déterminisme qu'on sent dans vos discours, il est assez encourageant parce que finalement, on peut avoir des postes à haute responsabilité, être une maman investie et ne pas avoir de frein dans sa carrière, c'est aussi, c'est quand même assez rassurant. Est-ce que vous auriez, si aujourd'hui vous aviez une jeune fille qui avait envie de se lancer dans l'industrie, est-ce que vous auriez plusieurs conseils à donner ou bien des choses à ne pas faire? Bon, j'en ai 3. Toujours travailler la compétence. On n'acceptera jamais qu'une femme ne soit pas compétente. Il faut vraiment investir beaucoup. La deuxième, c'est ce que j'ai déjà dit un peu juste avant. Construire des amitiés plutôt que du réseau. Je pense que parfois des gens construisent des réseaux qui sont un peu superficiels. Et les amitiés, c'est quand même beaucoup plus important, surtout dans l'industrie, qui est une industrie du temps long. On n'est pas du software où on devient riche et célèbre en 2 ans. C'est plutôt en 15 à 30 ans qu'on arrive à faire quelque chose. Et puis un conseil qui va vous paraître un peu déconnecté, c'est d'acheter très vite son logement. Parce que quand on est propriétaire de son logement, quand on a un accident de carrière, et ça arrive toujours dans l'industrie, dans l'industrie on se fait racheter, il y a eu énormément d'achats, reventes, mergers and acquisitions, ça se dit gentiment. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job dans l'industrie plusieurs fois dans une carrière. Et le fait de pouvoir être chez soi, ça permet de choisir le job d'après et pas se le faire imposer dans des conditions parfois très difficiles. Alors, ça paraît peut-être très américain comme remarque, mais d'avoir un chez-soi, ça permet de choisir. Et c'est important de choisir, en fait, plutôt que évidemment, de subir. Janine ? Oui, je suis d'accord avec Victoire. Bon, je pense que les relations personnelles, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, c'est vraiment très important. Bon, je pense également qu'il faut se donner un objectif et d'essayer de l'atteindre, je dirais, le mieux possible. Et le troisième point, pour moi, c'est que on doit avoir confiance en soi. Parfois, c'est pas évident, mais je pense que la confiance en soi est vraiment très importante. Et ne pas se laisser déstabiliser par ce qui peut se dire d'une façon ou d'une autre. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. C'est comme, je dirais, le chêne et le roseau. Il faut mieux être le roseau que le chêne. J'adore la comparaison. Vous avez entièrement raison. Exactement. Magali ? Pour moi, travailler dans l'industrie, c'était aussi une question de passion. En fait, voilà, j'ai toujours été attirée vers ces métiers-là, attirée vers du concret, des choses concrètes, avoir un vrai impact, se sentir près du terrain, faire partie d'une équipe, plus que d'autres amis qui ont pu faire des écoles d'ingénieurs et qui ensuite ont été dans la banque. Je trouve que aller dans la banque quand on est ingénieur, ça n'a pas cette approche où on a vraiment le sentiment de produire quelque chose, d'avoir un impact à la fois sur les activités ou un monde plus durable. La chimie, c'est une science, c'est aussi une industrie. Ce qu'on produit, ce sont des solutions pour aller vers un monde plus durable. Effectivement, c'est quelque chose qui me motive de travailler pour un monde plus durable. Maintenant, le conseil que j'aurais à donner, c'est que, effectivement, pour l'instant, dans la chimie, on retrouve énormément de femmes, comme on le disait tout à l'heure, dans les métiers de recherche, de développement, de marketing. Et
beaucoup moins dans les métiers de la production et de la maintenance. Et je pense qu'on a un vrai travail à faire pour convaincre les femmes que dans la production, il y a aussi des leviers ou des moyens pour changer le monde, en quelque sorte. On fait face à effectivement des ambitions de décarbonation des activités. On fait face à des épisodes de stress hydrique, de sécheresse. Il va falloir adapter nos procédés, améliorer justement la gestion d'efficacité en termes de consommation d'eau. Voilà, tous ces sujets-là, en fait, appellent à avoir une autre vision de nos procédés industriels. Mon invitation, c'est ne vous cantonnez pas juste au sujet de recherche et de R&D, de développement de produits. Il y a aussi énormément d'activités intéressantes dans le domaine de l'optimisation des procédés, la production. J'espère qu'effectivement les femmes sauront entendre cet appel, qu'elles considèrent qu'effectivement il y a des vraies opportunités de carrière dans ces domaines également. Alors évidemment, vous ne pouvez qu'imaginer que ces conseils, mais aussi ces anecdotes résonnent chez moi. J'ai évolué dans un milieu qui était plutôt la politique, mais aussi un parcours qui a été semé d'embûches. Donc évidemment, ça résonne. Merci beaucoup pour ces témoignages. En tout cas, je suis très contente de vous avoir entendu et je suis très contente aussi de l'initiative du groupe Séquence parce que chez Séquence, justement, on fait partie des groupes pour qui l'égalité et l'équité font sens et qui ont des véritables convictions et on est une entreprise chez qui on fait confiance et on fait confiance aux hommes et aux femmes. Un grand merci à toutes les trois pour votre temps, pour vos réponses, pour vos conseils, pour vos encouragements, pour ce constat assez éclairé. Merci à toutes les trois. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre chaîne de podcast Séquence. Séquence, notre science au service de votre avenir.